Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode ensemble de Voyage au bout de la nuit. Votre rendez-vous de lecture sur notre chaîne. Et ce soir, nous partons dans un roman où la séduction, il y aura aussi des scènes libertines sont les thèmes principaux. Je poursuis pour vous Aphrodite de Pierre Louys. Alors, quelques mots peut-être sur l'auteur, un auteur qui fit ses études à Paris, qui dès son adolescence fut vraiment passionné de littérature et notamment du mouvement du Parnasse. À côté de cela, c'était un grand séducteur puisqu'il a eu 2 liaisons avec 2 des filles de José María de Heredia, l'un des poètes emblématiques donc, du mouvement du Parnasse. Et Aphrodite est bien connue, tout simplement, c'est le plus grand succès donc, de l'auteur que je poursuis pour vous ce soir. Cela a permis également aux éditions du Mercure de France de se développer. Et dans Aphrodite, nous faisons la connaissance, nous venons d'ailleurs de le rencontrer dans le chapitre précédent, le héros Démétrios, qui va tout simplement tomber fou d'amour pour une certaine Chrysis, courtisane dont la beauté n'a d'égal que celle de la déesse Aphrodite. Il va effectivement vouloir la séduire, vouloir l'avoir à ses côtés, mais tout cela a un prix. 3 crimes, tel est le prix à payer pour ce jeune homme pour être digne de l'amour de Chrysis. Mais nous n'en sommes pas là. On poursuit au chapitre 4 intitulé « La passante ». Et si vous voulez réagir, c'est possible avec le hashtag VBN. Vous le savez, vous m'envoyez vos points de vue, vos questions sur cette lecture ou un coup de cœur. En tout cas, tout ce qui vous passe par la tête et qui concerne cette émission, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci en tout cas d'être avec nous et de votre fidélité. Elle venait lentement, en penchant la tête à l'épaule, sur la jetée déserte où tombait le clair de lune. Une petite ombre mobile palpitait en avant de ses pas. Démétrios la regardait s'avancer. Des plis diagonaux sillonnaient le peu qu'on voyait de son corps à travers le tissu léger. Un de ses coudes saillait sous la tunique serrée, et l'autre bras qu'elle avait laissé nu portait relevé la longue queue afin d'éviter qu'elle traînât dans la poussière. Il reconnut à ses bijoux qu'elle était une courtisane pour s'épargner un salut d'elle. Il traversa vivement. Il ne voulait pas la regarder. Volontairement, il occupa sa pensée à la grande ébauche de Zagreus. Et cependant, ses yeux se retournèrent vers la passante. Alors il vit qu'elle ne s'arrêta point, qu'elle ne s'inquiétait pas de lui, qu'elle n'affectait pas même de regarder la mer, ni de relever son voile par devant, ni de s'absorber dans ses réflexions. Mais que simplement elle se promenait seule et ne cherchait rien là que la fraîcheur du vent, la solitude, l'abandon, le frémissement léger du silence. Sans bouger, Démétrios ne la quitta pas du regard et se perdit dans un étonnement singulier. Elle continuait de marcher comme une ombre jaune dans le lointain, nonchalante et précédée de la petite ombre noire. Il entendait à chaque pas le faible cri de sa chaussure dans la poussière de la voie. Elle marcha jusqu'à l'île du phare et monta dans les rochers. Tout à coup, et comme si de longue date il eût aimé l'inconnu, Démétrios courut à sa suite, puis s'arrêta, revint sur ses pas, trembla, s'indigna contre lui-même, essaya de quitter la jetée, mais n'avait jamais employé sa volonté que pour servir son propre plaisir. Et quand il fut temps de la faire agir pour le salut de son caractère et l'ordonnance de sa vie, il se sentit envahi d'impuissance et cloué sur la place où pesaient ses pieds. Comme il ne pouvait plus cesser de songer à cette femme, il tenta de s'excuser lui-même de la préoccupation qui venait le distraire si violemment. Il crut admirer son gracieux passage par un sentiment tout esthétique et se dit qu'elle serait un modèle rêvé pour la charite, à l'éventail qu'il se projetait d'ébaucher le lendemain. Puis soudain, toutes ses pensées se bouleversèrent et une foule de questions anxieuses affluèrent dans son esprit autour de cette femme en jaune. Que
faisait-elle dans l'île à cette heure de la nuit? Pourquoi? Pour qui sortait-elle si tard? Pourquoi ne l'avait-elle pas abordé? Elle l'avait vu, certainement, elle l'avait vu pendant qu'il traversait la jetée. Pourquoi? Sans un mot de salut avait-elle poursuivi sa route? Le bruit courait que certaines femmes choisissaient parfois les heures fraîches d'avant l'aube pour se baigner dans la mer. Mais on ne se baignait pas au phare. La mer était là, trop profonde d'ailleurs. Quelle invraisemblance qu'une femme se fût ainsi couverte de bijoux pour n'aller qu'au bain, alors qu'il l'attirait si loin de Racotis. Un rendez-vous peut-être. Quelques jeunes viveurs, curieux de variété, qui prenaient pour lui un instant les grandes roches polies par les vagues. Démétrios voulut s'en assurer. Mais déjà la jeune femme revenait du même pas tranquille et mou, éclairée en plein visage par la lente clarté lunaire et balayant du bout de l'éventail la poussière du parapet. Chapitre 5, le miroir, le peigne et le collier. Elle avait une beauté spéciale. Ses cheveux semblaient 2 masses d'or. Mais il était trop abondant et bourrelait son front bas de 2 profondes vagues chargées d'ombre qui engloutissaient les oreilles et se tordaient en 7 tours sur la nuque. Le nez était délicat, avec des narines expressives qui palpitaient quelquefois, au-dessus d'une bouche épaisse et peinte, aux coins arrondis et mouvants. La ligne souple du corps ondulait à chaque pas et s'animait du balancement des seins libres ou du roulis des belles hanches sur qui la taille pliait. Quand elle ne fut plus qu'à 10 pas du jeune homme, elle tourna son regard vers lui. Démétrios eut un tremblement. C'étaient des yeux extraordinaires, bleus, mais foncés et brillants à la fois, humides, lasses, en pleurs et en feu, presque fermés sous le poids des cils et des paupières. Il regardait ses yeux comme les sirènes chantent, qui passaient dans leur lumière, étaient invinciblement pris. Elle le savait bien. Et de leurs effets, elle usait savamment, mais elle comptait davantage encore sur l'insouciance affectée, contre celui que tant d'amour sincère n'avait pu sincèrement toucher. Les navigateurs qui ont parcouru les mers de pourpre au-delà du Gange racontent qu'ils ont vu sous les eaux des roches qui sont de pierre d'aimant. Quand les vaisseaux passent auprès d'elles, les clous et les ferrures s'arrachent vers la falaise sous-marine et s'unissent à elle à jamais. Et ce qui fut une nef rapide, une demeure, un être vivant, n'est plus qu'une flottille de planches, dispersée par le vent, retournée par les flots. Ainsi Démétrios se perdait en lui-même devant de grands yeux attirants, et toute sa force le fuyait. Elle baissa les paupières et passa près de lui. Il aurait crié d'impatience. Ses poings se crispèrent, il eut peur de ne pas pouvoir reprendre une attitude calme, car il fallait lui parler. Pourtant, il l'aborda par les paroles d'usage. « Je te salue, dit-il. »« Je te salue aussi, répondit la passante. Démétrios continua. « Où vas-tu si pressée ?»« Je rentre. »« Toute seule ?»« Toute seule. » Et elle fit un mouvement pour reprendre sa promenade. Alors Démétrios pensa qu'il s'était peut-être trompé en la jugeant courtisane. Depuis quelque temps, les femmes des magistrats et des fonctionnaires s'habillaient et se fardaient comme des filles de joie. Celle-ci pouvait être une personne fort honorablement connue, et ce fut sans ironie qu'il acheva sa question ainsi. « Chez ton mari ?» Elle s'appuya des 2 mains en arrière et se mit à rire. « Je n'en ai pas ce soir. » Démétrios se mordit les lèvres et, presque timide, hasarda. « Ne le cherche pas, tu t'y es prise trop tard. Il n'y a plus personne. » « Qui t'a dit que j'étais en quête ? Je me promène seule et ne cherche rien. » « D'où venais-tu alors, car tu n'as pas mis tous ces bijoux pour toi-même. Et voilà un voile de soie. Voudrais-tu que je sortisse nue ou vêtue de laine comme une esclave ? Je ne m'habille que pour mon plaisir. J'aime à savoir que je suis belle et je regarde mes doigts en marchant pour connaître toutes mes bagues. Tu devrais avoir un miroir à la main
et ne regarder que tes yeux. Ils ne sont pas nés à Alexandrie, ces yeux-là. Tu es juive, je l'entends à ta voix qui est plus douce que les nôtres. Non, je ne suis pas juive, je suis galiléenne. Comment t'appelles-tu? Myriam ou Noémie? Mon nom syriaque, tu ne le sauras pas. C'est un nom royal qu'on ne porte pas ici. Mes amis m'appellent Chrysis et c'est un compliment que tu aurais pu me faire. Il lui mit la main sur le bras. Oh non, non, dit-elle d'une voix moqueuse. Il est beaucoup trop tard pour ces plaisanteries-là. Laisse-moi rentrer vite. Il y a presque 3 heures que je suis levée, je meurs de fatigue. Se penchant, elle prit son pied dans sa main. Vois-tu comme mes petites lanières me font mal? On les a beaucoup trop serrées. Si je ne les décroise pas dans un instant, je vais avoir une marque sur le pied. Et cela sera joli quand on m'embrassera. Laisse-moi vite. Ah, que de peine. Si j'avais su, je ne me serais pas arrêtée. Mon voile jaune est tout froissé à la taille, regarde. Démétrios se passa la main sur le front, puis avec le ton dégagé d'un homme qui daigne faire son choix, il murmura. « Montre-moi le chemin. »« Mais je ne veux pas, dit Chrysis d'un air stupéfait. Tu me demandes même pas si c'est mon plaisir. Montre-moi le chemin. » Comme il dit cela. Me prends-tu pour une fille de Pornéion qui se met sur le dos pour 3 oboles, sans regarder qui la tient? Sais-tu même si je suis libre? Connais-tu le détail de mes rendez-vous? As-tu suivi mes promenades? As-tu marqué les portes qui s'ouvrent pour moi? As-tu compté les hommes qui se croient aimés de Chrysis? Montre-moi le chemin. Mais je ne te le montrerai pas, s'il te plaît. Reste ici ou va-t'en, mais ailleurs qu'avec moi. Tu ne sais pas qui je suis? Toi? Allons donc. Tu es Démétrios de Saïs. Tu as fait la statue de ma déesse. Tu es l'amant de ma reine et le maître de ma ville. Mais pour moi, tu n'es qu'un bel esclave, parce que tu m'as vu et que tu m'aimes. Elle se rapprocha et poursuivit d'une voix câline. Oui, tu m'aimes. Oh, ne parle pas. Je sais ce que tu vas dire. Tu n'aimes personne. Tu es aimé. Tu es le bien-aimé, le chéri, l'idole. Tu as refusé Glycéra, qui avait refusé Antiochos. Démonassa, la lesbienne, qui avait juré de mourir vierge, s'est couchée dans ton lit pendant ton sommeil et t'aurait pris de force si tes 2 esclaves libyens ne l'avaient mise toute nue à la porte. Calystion, la bien nommée, désespérante de t'approcher, a fait acheter la maison qui est en face de la tienne. Et le matin, elle se montre dans l'ouverture de la fenêtre, aussi peu vêtue qu'Artémis, au bain. Tu crois que je ne sais pas tout cela? Mais tu sais, on se dit tout entre courtisanes. La nuit de ton arrivée à Alexandrie, on m'a parlé de toi. Et depuis, il ne s'est pas écoulé un seul jour où l'on ne m'ait pas prononcé ton nom. Je sais même des choses que toi tu as oubliées. Je sais même des choses que tu ne connais pas encore. La pauvre petite Phyllis s'est pendue avant-hier à la barre de ta porte, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une mode qui se répand. L'idée a fait comme Phyllis. Je l'ai vue ce soir en passant. Elle était toute bleue, mais les larmes de ses joues n'étaient pas encore sèches. Tu ne sais pas qui c'est l'idée? Une enfant, une petite courtisane de 15 ans que sa mère avait vendue le mois dernier à un armateur de Samos, qui passait une nuit à Alexandrie avant de remonter le fleuve jusqu'à Thébès. Elle venait chez moi. Je lui donnais des conseils. Elle ne savait rien de rien, pas même jouer aux dés. Je l'invitais souvent dans mon lit parce que, quand elle n'avait pas d'amant, elle ne trouvait pas où coucher. Et elle t'aimait. Oh, si tu l'avais vue me prendre sur elle, en m'appelant par ton nom. Elle voulait t'écrire, comprends-tu? Je lui dis que ce n'était pas la peine. Démétrios la regardait sans entendre. « Ah bah oui, tout cela t'est bien égal, n'est-ce pas ?» continua Chrysis. « Tu ne l'aimais pas, toi, puisque c'est moi que tu aimes. Tu n'as même pas écouté ce que je viens de te dire. Je suis sûre que tu n'en répéterais pas un mot. Tu es bien occupé de savoir comment mes paupières sont faites,
comment ma bouche doit être bonne et ma chevelure douce à toucher. Ah, combien d'autres savent tout cela? Tous ceux qui m'ont voulu ont passé leur désir sur moi. Des hommes, des jeunes gens, des vieillards, des enfants, des femmes, des jeunes filles. Je n'ai refusé personne, entends-tu? Depuis 7 ans, Démétrios, je n'ai dormi seule que 3 nuits. Compte combien cela fait d'amants. 2500. Et davantage, car je ne parle pas de ceux de la journée. L'année dernière, j'ai dansé nue devant 20 000 personnes, et je sais que tu n'en étais pas. Crois-tu que je me cache? Ah? Et pourquoi faire? Toutes les femmes m'ont vue au bain, tous les hommes m'ont vue au lit. Toi seul, tu ne me verras, jamais. Je te refuse, de ce que je suis, de ce que je sens, de ma beauté, de mon amour. Tu ne seras jamais, jamais rien. Tu es un homme abominable, fat, cruel, insensible et lâche. Je ne sais pas pourquoi l'une de nous n'a pas eu assez de haine pour vous tuer tous deux l'un sur l'autre. Toi le premier et ta reine ensuite. Démétrios lui prit tranquillement les 2 bras et, sans répondre un mot, la courba en arrière avec violence. Elle eut un mouvement d'angoisse, mais soudain, serra les genoux, serra les coudes, recula du dos et dit à voix basse. « Ah, je ne crains pas cela, Démétrios. Tu me prendras jamais de force. Fussé-je obligé, faible comme une vierge amoureuse et toi vigoureux comme un Atlante. Tu ne veux pas seulement ta jouissance, tu veux la mienne surtout. Tu veux me voir aussi, me voir tout entière parce que tu me crois belle et je le suis en effet. Or la lune éclaire moins que mes 12 flambeaux de cire. Il fait presque nuit ici, et puis ce n'est pas l'habitude de se dévêtir sur la jetée. Je ne pourrai plus me rhabiller, vois-tu. Si je n'avais pas mon esclave, laisse-moi me relever. Tu me fais mal au bras. » Ils se turent quelques instants, puis Démétrios reprit. « Il faut en finir, Crésis, tu le sais bien, je ne te forcerai pas. Mais laisse-moi te suivre. Si orgueilleuse que tu sois, c'est une gloire qui te coûterait cher. Que refusait Démétrios. » Crésis se taisait toujours. Il reprit plus doucement. « Que crains-tu ? Tu es habitué à l'amour des autres. Sais-tu qu'on doit donner à une courtisane qui n'aime pas ?» Il s'impatienta. « Je ne demande pas que tu m'aimes. Je suis lasse d'être aimée. Je ne veux pas être aimée. Je demande que tu t'abandonnes. Pour cela, je te donnerai l'or du monde. Je l'ai dans l'Égypte. Je l'ai dans mes cheveux. Je suis lasse de l'or. Je ne veux pas d'or. Je ne veux que 3 choses. Me les donneras-tu » Démétrios sentit qu'elle allait demander l'impossible. Il la regarda anxieusement, mais elle se prit à sourire et dit d'une voix lente. « Je veux un miroir d'argent pour mirer mes yeux dans mes yeux. »« Tu l'auras, que veux-tu de plus ?» dit vite. « Je veux un peigne d'ivoire ciselé pour le plonger dans ma chevelure, comme un filet dans l'eau sous le soleil. »« Après, tu me donneras mon peigne ? Mais oui, achève. » Je veux un collier de perles à répandre sur ma poitrine quand je danserai pour toi, dans ma chambre, les danses nuptiales de mon pays. Il leva les sourcils. C'est tout. Tu me donneras mon collier ? Celui qui te plaira. Elle prit une voix très tendre. Celui qui me plaira. Ah voilà. C'est justement ce que je voulais te demander. Est-ce que tu me laisseras choisir mes cadeaux ? Bien entendu. Tu le jures. Je le jure. Quel serment fais-tu ? Dicte-le-moi. Par l'Aphrodite que tu as sculptée ? J'en fais serment par l'Aphrodite, mais pourquoi cette précaution ? Voilà, je n'étais pas tranquille, maintenant je le suis. Elle releva la tête. J'ai choisi mes cadeaux. Démétrios redevint inquiet et demanda. Déjà ? Oui. Penses-tu que j'accepterais n'importe quel miroir d'argent acheté à un marchand de Smyrne ou à une courtisane inconnue ? Je veux celui de mon ami Bacchis, qui m'a pris un amant la semaine dernière et s'est moqué de moi méchamment dans une petite débauche qu'elle a faite avec Tryphéra, Moussarion et quelques jeunes sots qui m'ont tout rapporté.
C'est un miroir auquel elle tient beaucoup, parce qu'il a appartenu à Rhodopis, celle qu'il fut esclave avec Ésope, et fut rachetée par le frère de Sappho. Tu sais que c'est une courtisane très célèbre. Son miroir est magnifique. On dit que Sappho s'y est mirée, et c'est pour cela que Bacchis s'y tient. Elle n'a rien de plus précieux au monde, mais je sais où tu le trouveras. Elle me l'a dit une nuit, étant ivre. Il est sous la 3e pierre de l'autel, c'est là qu'elle le met tous les soirs, quand elle sort au coucher du soleil. Va demain chez elle à cette heure-là, et ne crains rien. Elle emmène ses esclaves. « C'est de la folie !» s'écria Démétrios. « Tu veux que je vole ?»« Est-ce que tu ne m'aimes pas ? Je croyais que tu m'aimais. Et puis, est-ce que tu n'as pas juré ? Je croyais que tu avais juré. Si je me suis trompée, eh bien, n'en parlons plus. » Il comprit qu'elle le perdait, mais se laissa entraîner sans lutte presque volontiers. « Je ferai ce que tu dis, » répond-il. « Oh, je sais bien que tu le feras, mais tu hésites d'abord. Je comprends que tu hésites. Ce n'est pas un cadeau ordinaire. Je ne le demanderai pas à un philosophe, je le demande à toi. Je sais bien que tu me le donneras. » Elle joua un instant avec les plumes de pan de son éventail rond. Et tout à coup... « Ah, oui, je ne veux pas non plus un peigne d'ivoire, comme acheté chez un vendeur de la ville. Tu m'as dit que je pouvais choisir, n'est-ce pas ? Eh bien, je veux le peigne d'ivoire ciselé qui est dans les cheveux de la femme du grand prêtre. » Celui-là, oui, est beaucoup plus précieux encore que le miroir de Rhodopis. Il vient d'une reine d'Égypte qui a vécu il y a longtemps, longtemps, et dont le nom est si difficile que je ne peux même pas le prononcer. Aussi, l'ivoire est très vieux et jaune, comme s'il était doré. On y a ciselé une jeune fille qui passe dans un marais de lotos plus grand qu'elle, où elle marche sur la pointe des pieds pour ne pas se mouiller. C'est vraiment un beau peigne. Je suis contente que tu me le donnes, vraiment. J'ai aussi de petits griefs contre celle qui le possède. J'avais offert le mois dernier un voile bleu à l'Aphrodite et j'ai vu le lendemain, je l'ai vu sur la tête de cette femme. C'était un peu rapide, donc je lui en ai voulu. Son peigne me vengera de mon voile. « Et comment l'aurais-je » demanda Démétrios. « Ah, ce sera un peu plus difficile. C'est une Égyptienne, tu sais, et elle ne fait ses 200 nattes qu'une fois par an, comme les autres femmes de sa race. Mais moi, je veux mon peigne demain, donc tu la tueras pour l'avoir. Tu as juré un serment, tu sais. » Elle fit une petite mine à Démétrios qui regardait la terre, puis elle acheva ainsi très vite. « J'ai aussi choisi mon collier. Je veux le collier de perles à 7 rangs qui est au cou de l'Aphrodite. » Démétrios bondit. Eh bien, que va donner ce chantage de Chrysis à Démétrios pour son amour et une nuit d'amour avec elle? Eh bien, nous verrons cela dans notre prochain voyage. Merci en tout cas d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une très belle journée sur D8. N'hésitez pas à réagir sur l'émission #VBN sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, rendez-vous sur mon blog somethingaboutVictoria.com. Très belle journée à tous sur D8. Merci à l'équipe technique des Voyages au bout de la nuit et à très vite pour la suite d'Aphrodite.